Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse reconnecter avec ma superficialité après avoir fait trop de vidéos sur la philosophie et sur ces sujets un peu obscurs qui sont bien trop complexes pour ma petite pomme. C'est pourquoi aujourd'hui je vous tourne un troisième épisode des scandales de la mode. Dans cette période de confinement / déconfinement un peu bizarre, je trouvais que c'était drôle de mettre un peu de piment dans nos vies, un peu de drama et donc de s'attaquer à 4 scandales qui ont remué l'industrie. Je vais d'abord vous parler de 2 campagnes choc, puis de 2 défilés qui ont été très provoquants, très marquants, tout ce qu'on aime. Nous allons débuter avec les pubs Benetton et notamment une pub qui est la pub Migrants Benetton. Benetton a repris en 2018 des photos de migrants qui étaient prises par l'ONG SOS Méditerranée sans leur demander leur accord. L'association a donc réagi sur Twitter en se dissociant complètement du projet et en disant que jamais il n'aurait accepté l'utilisation de telles photographies à des fins commerciales. Je trouvais ça intéressant de se pencher sur cette campagne pub parce que c'est le publiciste italien Olivier Toscani qui a beaucoup travaillé avec Benetton qui a réalisé cette campagne. Au milieu des années 80, début des années 90, Benetton a fait appel à cet homme, notre cher Toscani, et ils ont mis ensemble une stratégie très particulière, une stratégie marketing vraiment novatrice et qui maintenant colle à l'ADN de Benetton, qui est celle en fait d'afficher une photo, une image, sans contexte, sans légende et juste le logo Benetton avec. Ça fait partie d'une stratégie un peu choc où l'image est au centre. Toscani s'est emparé de plein de sujets de société actuels. Dans les années 90, c'était beaucoup le racisme. Il avait fait beaucoup de publicité avec le noir et le blanc comme valeurs un peu manichéennes et complémentaires de la vie. C'est assez intéressant. Il a aussi beaucoup traité du sida. Il y avait une campagne choc avec des gros plans de peau et marqué HIV machin. Sur la religion aussi, avec notamment une campagne de pub où il y a une nonne qui embrasse un prêtre qui a été carrément censuré en Italie tellement elle a choqué dans les années 90. Donc bref, c'est des sujets de société dont Benetton va s'emparer pour pouvoir créer une image choc, une image qui fait réagir, qui peut pas laisser indifférent. Ce qui est fort chez Toscani, c'est qu'il transgresse l'interdit publicitaire par excellence, selon lequel en fait on va pas associer le produit à quelque chose de négatif. Parce que Toscani a utilisé beaucoup aussi d'images de violence, comme c'est le cas pour cette campagne-là de migrants. C'est des choses quand même très négatives et normalement dans la pub on veut simplement renvoyer une image de bonheur, une promesse d'idylle une fois le produit acheté. Là c'est le cheminement totalement inverse et c'est quand même assez original. Et finalement en 2000, Toscani est parti 2 ans aux États-Unis sillonner les prisons pour prendre en photo en fait les condamnés à mort et en faire une nouvelle campagne. Et ça a été un peu la campagne de trop parce qu'en fait c'était une campagne beaucoup trop sensible qui a entraîné l'annulation de beaucoup de contrats commerciaux et donc Toscani et Benetton se sont séparés pendant 10 ans suite à cette campagne qui était notamment très critiquée parce que Toscani en fait il n'avait pas prévenu les directeurs des prisons et les condamnés qu'il allait utiliser ces photos à des fins mercantiles et commerciales et pour des publicités Benetton. Donc ça frise toujours un peu quand même, je sais pas, l'illégalité selon moi ou du moins l'indécence à chaque fois. Il a quitté la marque pendant 10 ans, puis il est revenu en 2018 pour cette campagne, puis il a requitté la marque, etc. Mais Benetton est resté fidèle à cette manière de faire en fait. En fait ce choix, cette stratégie marketing, elle consiste à vouloir toucher tout le monde et ne pas vouloir viser un public. Alors que normalement quand on vend un produit, on va justement estimer un public, viser un peu le profil et vouloir taper là-dedans. Non, là c'est des images qui servent de communication de masse, qui vont parler à tout le monde parce qu'en fait elles font réagir, elles sont spectaculaires. Ce qui est aussi très particulier, c'est qu'elles éliminent le produit même qu'elles sont censées mettre en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habit dans les campagnes publicitaires Benetton. Il y a l'occultation totale du produit dans le processus publicitaire parce que en fait le produit n'est plus une valeur ajoutée, c'est plus forcément ce qui va faire la différence. Je veux dire maintenant, des marques de fringues, il y en a tellement que mettre en avant un habit, c'est pas ça qui va faire réagir du tout. Et ça, c'est quand même très très fort comme idée, je trouve, et c'est super efficace. J'ai lu un article sur Percé, sur justement la stratégie publicitaire mise en place par Benetton. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il est vraiment très très intéressant. Et tout ça, c'est dans le but d'octroyer à la marque une portée universelle, une dimension humaniste. Et d'ailleurs, en 1985, quand Benetton a commencé à collaborer avec Toscani, ils ont changé leur slogan pour United Colors
Colors of Benetton, ce qui montre vraiment la volonté de parler à tout le monde et la marque devient au contraire le dénominateur commun d'une humanité qu'on va vouloir plurielle et diversifiée, etc. C'est vraiment très fort, c'est beaucoup plus sournois qu'une publicité un peu bête et méchante où on va vouloir appâter la personne avec une jolie photo d'un mannequin qui arbore une certaine tenue. Ça va beaucoup plus loin en fait. Le produit en fait permet d'unir toutes les ethnies, toutes les orientations sexuelles, tous les pays et donc la marque a une dimension carrément qui devient éthique. En fait, ce que je trouve assez gênant, il y a plusieurs choses gênantes, notamment dans cette campagne des migrants très particulière, c'est que ça pose la question de la limite entre le journalisme et la publicité, parce qu'en soi, des photos comme ça, comme celle qui a été prise par l'ONG SOS Méditerranée, les journalistes peuvent en faire, ou alors des artistes engagés en fait. Mais là, le problème dans cette démarche, c'est qu'il y a une finalité mercantile qui est bien de vendre un produit pour une marque globalisée quand même, qui existe sur toute la surface de la planète. Ce qui est aussi gênant dans le cas particulier de cette campagne des migrants, c'est que nous on est assommés d'images de migrants en mer et pourtant celle qui est censée devoir nous faire réagir, ça va être celle d'une marque. Et du coup, on va plus parler de la marque que du vrai problème qui est celui des migrants en fait. Je trouve que vouloir faire un politic statement, c'est un peu gênant pour une pub parce que l'objectif c'est évidemment de vendre le produit en fait. Donc ça pose complètement la question de la légitimité et de l'honnêteté de la marque. Mais en même temps, c'est une stratégie qui est très très efficace, qui marche vraiment bien, une stratégie coup de poing et qui relaie aussi des images qui sont quand même importantes à voir et qui vont permettre d'instaurer dans l'espace public un débat quand même. Donc je suis assez partagée parce que ça peut avoir quand même des effets positifs aussi. Ce qui est intéressant aussi dans la réception de cette campagne, c'est que le vice-premier ministre italien Matteo Salvini a tweeté la photo en disant « Il n'y a que moi qui trouve ça sordide » et Toscani a répondu au tweet en disant, je cite, « Ce n'est pas sordide mais dramatique. Malheureusement, vous êtes nombreux à ne pas comprendre ce qui est en train de se jouer sous vos yeux. Le fait qu'un négationniste critique ce que je fais me pousse à croire que j'ai raison. » Donc je trouve ça bien de prendre un parti politique, de le pousser jusqu'au bout et de l'assumer ainsi, mais en même temps, jouer les héros Toscani là, alors qu'il est la coqueluche d'une marque multinationale, je trouve ça un peu limite et un peu facile aussi. Donc ça pose quand même des questions, ça donne matière à réflexion, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais envie de vous en parler. Scandale suivant, les publicités Calvin Klein underaged. Ils sont assez spécialistes dans ce milieu. On sait très bien que la patte de Calvin Klein, c'est la sensualité, c'est la séduction, c'est le corps qui s'échauffe, qui se réveille, qui touche la peau d'un autre. Ça fait complètement partie du processus marketing de la marque et ça marche très bien, soit. En 1980, Brooke Shields, une actrice et mannequin, a 15 ans et elle fait un spot publicitaire tourné par Richard Avedon. C'est une petite vidéo dans laquelle on la voit en jean. Ça zoome comme ça sur son visage et elle dit « You wanna know what comes between me and my Calvins? Nothing. » Ça avait un petit peu fait fureur cette pub parce que c'est quand même très suggestif et bien qu'on montre rien de la peau de Brooke Shields parce qu'elle est habillée, ce qu'on lui fait dire est quand même à caractère fortement sexuel. Ce n'est pas fini parce qu'en 1992, c'est au tour de Kate Moss de jouer les mini Lolita pour Calvin Klein puisqu'elle a alors 16 ans et qu'elle pose topless contre la poitrine d'un mannequin homme. Et le pire dans tout ça, c'est que, bon déjà elle était mineure, mais surtout elle est revenue sur cette séance photo et elle a dit combien est-ce que ça avait été difficile pour elle de faire cette séance photo et combien elle avait détesté la faire, elle avait eu un nervous breakdown en faisant ça, etc. Les photos ont été prises par Corinne Day, qui est une photographe qui a participé activement à l'instauration d'un mouvement de mode qui s'appelle le mouvement héroïne chic. Et ces clichés de Kate Moss pour Calvin Klein prises par Corinne Day ont aussi enclenché ce mouvement héroïne chic qui est un mouvement en fait qui s'établit un peu contre les valeurs des années 80 de la mode avec les supermodèles, super athlétiques, etc. Ça va être un mouvement qui va vouloir témoigner un peu du vide que ressent la jeunesse au début des années 90 et qui va en fait consommer énormément d'héroïne parce que l'héroïne est peu chère aux États-Unis dans les années 90. Kate Moss va être l'ambassadrice de ce mouvement. Donc c'est des photos de mode extrêmement gênantes avec de la maigreur maladive, avec des mises en scène qui sont très lugubres, très sinistres. Donc il y a Kate Moss, mais il y a aussi la mannequin Jane King qui elle débute à 14 ans, qui était héroïnomane avec son petit copain Davide Sorrenti qui était un photographe à l'époque. Et tout ce mouvement va se clore avec la mort de ce photographe Davide Sorrenti qui a 20 ans et qui fait une overdose.
suite à laquelle sa mère décide d'écrire une tribune, un témoignage dans Vogue USA, et ça va un peu mettre fin à tout ce délire de héroïne chic qui est quand même un mouvement de mode très ambigu, très particulier. Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est qu'en fait, on a poussé des jeunes mannequins comme Kate Moss dans cette publicité Calvin Klein, mais aussi Jane King, à être les muses d'un tel idéal artistique. Et surtout aussi, ça pose la question de l'hypersexualisation des filles dans la publicité, ou de toute manière, la question de la représentation de la sexualité des femmes dans la publicité, qui est une question hyper problématique, très paradoxale, sur laquelle on pourrait disserter pendant des heures. Pourquoi pas en faire une vidéo aussi. Passons maintenant à notre troisième scandale qui concerne un défilé de mode, le défilé automne-hiver 2015 de Rick Owens. Rick Owens est un créateur, un styliste américain qui a participé à l'institution du mouvement anti-fashion dans les années 90. Le mouvement anti-fashion est un mouvement qui va un peu avec la doctrine héroïne chic, un mouvement qui se veut un peu contre la mode, très minimaliste et en même temps très torturé, très sombre, etc. Et Rick Owens a toujours considéré que ces défilés étaient des spectacles, de véritables shows qui devaient percuter le spectateur. Dans ce défilé-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mannequins hommes, et je peux pas vous mettre les photos, mais vous irez voir par vous-même si vous êtes majeur. On voit concrètement quelque chose qui dépasse, qui est de l'ordre de ce que les hommes ont entre les jambes en fait. Ça fait un énorme tollé, parce que en fait, Rick Owens a dit qu'il s'attaquait au tabou du pénis. Et c'est assez marrant parce que ça relève quand même d'un truc assez paradoxal, parce qu'on est quand même dans une société phallocentrée, et pourtant il y a encore un énorme tabou sur le corps des hommes, et on ne montre jamais le corps des hommes. Je suis persuadée que si dans son défilé Rick Owens avait montré une femme nue, ça n'aurait choqué personne, parce que la nudité des femmes n'est plus choquante, elle est même devenue carrément lassante en fait. Je pense pas qu'on puisse encore faire de scandale avec la nudité des femmes, tellement elle a été investie par la mode, par la pub, etc. Celle des hommes par contre, elle est encore intimidante. Et Mademoiselle Agnès avait interviewé Rick Owens après le défilé, et en fait il avait dit que les gens étaient choqués parce qu'ils s'attendaient à voir des espèces de gros chibres en mode pornographie, alors que non, c'était juste la réalité quoi, la vraie vie. Et la petite anecdote assez drôle, c'est qu'après ce défilé, tout le monde a appelé Rick Owens Dick Owens. Enfin, drôle. Ça fait sourire quoi. Scandale numéro 4, notre dernier scandale et pas des moindres, le défilé intitulé Clochard, présenté par John Galliano pour Dior en 2000. Vous l'avez bien entendu, il y a un défilé Dior qui a été présenté par John Galliano, qui était inspiré par les sans-abri que croisait notre cher Galliano pour aller je ne sais où dans Paris. C'était tellement choquant comme geste de s'inspirer des tenues des clochards, parce que dans le défilé, les tenues sont faites avec des papiers journaux, il y a des bouteilles de whisky vides que tiennent les mannequins, etc. Donc c'est vraiment très perturbant. Ça a été tellement choquant qu'il y a des manifestants qui sont allés assaillir la boutique Dior avenue Montaigne. Et en fait, je pense que ce qui dérange, c'est que la mode fait s'affronter toutes les classes sociales, et en fait, elle les fait s'affronter autant qu'elle les fait s'influencer. C'est-à-dire qu'au-delà de ce défilé qui est particulièrement fort, il y a quand même toute une mode qui s'est instaurée, une mode de la pauvreté, une mode du paupérisme, on appelle ça, avec la mode des trous. La mode des trous dans les jeans, la mode des fils qui dépassent de partout, etc. C'est quand même un petit peu ça aussi. Il y a une forme d'indécence dans ce défilé, en ce que ça me fait un peu penser au gala de charité, par exemple, pour lutter contre la faim dans le monde, où les gens s'empiffrent de mets et de foie gras sur des buffets gargantuesques. Je trouve que c'est du même ordre en fait. Et c'est pour ça que ça nous dérange, parce que ça montre deux extrêmes de la société qui ne se côtoient jamais. Et là, ça les donne à voir dans une seule et même image, alors qu'on n'a pas du tout l'habitude en fait. Et c'est ça qui est tellement difficile à accepter quand on voit une telle image. Galliano a dit qu'il voulait en fait montrer du doigt une espèce de condescendance banalisée de la part de la bourgeoisie. Sauf que selon mes sources, j'ai quand même fait des recherches, aucune part des bénéfices qui ont été faits grâce à ce défilé n'a été reversée à des associations qui visent à protéger les sans-abri. Donc concrètement, c'est un peu quand même du foutage de gueule. Et pourtant, la collection a fait un tabac commercial impressionnant.
Et d'ailleurs, Bernard Arnault a annoncé à l'Express en 2004 que les ventes de Dior ont été multipliées par 4 dès l'arrivée de Galliano à la maison. Après, Galliano, c'était un habitué du scandale, il a concrètement bâti sa carrière sur la provoque à tel point que ça l'a fait tomber en fait, puisque en décembre 2010, il y a une vidéo qui a été publiée par le magazine The Sun, dans laquelle il est complètement drogué, il tient des propos antisémites et racistes et dans laquelle il soutient son amour pour Hitler. Donc il a été viré de chez Dior. Ceci dit, maintenant il travaille chez Maison Galliera, donc tout le monde s'en fout je pense. Je trouve ça difficile quand on connaît le personnage d'accepter ces soi-disant prises de risques, soi-disant politiques, alors qu'on voit un peu le genre de propos qu'il était capable de tenir. Mais toujours est-il que ça fait réfléchir sur le rôle de la mode et l'indécence que peut avoir la mode face à certaines problématiques politiques urgentes et comment est-ce qu'elle peut mettre ça en scène. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus légère que d'hab. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. On se retrouve très vite sur mon blog, sur la chaîne YouTube ou sur ma page Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bye!